Connue comme une rebelle politique en Tunisie, Amira Yahyaoui est une farouche militante des droits humains. Engagée dès l'âge de 15 ans pour promouvoir la liberté d'expression, la démocratie ainsi que pour dénoncer la censure. Amira Yahyaoui a défié la dictature. Activiste sur le net à l'ère Ben Ali, elle collaborait anonymement comme tous les membres avec le site internet satirique Tunzine fondé par son cousin Zouhair Yahyaoui qui deviendra en 2005 le premier martyr de la liberté d'expression sur internet. Aujourd'hui, Amira est à la tête de Al-Bawsala, une ONG œuvrant sur les droits de l'homme, qui sert également comme un centre de surveillance de l'Assemblée constituante. Amira est de retour sur le sol tunisien après plusieurs années d'expulsion de son pays natal. Elle se livre à moi. J'ai quitté la Tunisie à l'âge de 18 ans parce que je pouvais plus faire mes études en Tunisie, puis il y avait un vrai danger pour ma sécurité physique. Puis pour moi, clairement, j'allais rentrer et revenir jusqu'au moment où j'ai découvert en fait que j'étais plus souhaitée sur le territoire tunisien et on m'a plus renouvelé mon passeport et on me donnait plus aucun papier d'identité tunisien, ni même un extrait d'acte de naissance. Et pourquoi ? Pour mes activités, parce que j'étais militante pour les droits de l'homme et plus spécifiquement pour la cause de la liberté d'expression. J'ai beaucoup travaillé dans les mouvements anti-censure, mais en même temps que... En fait, oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc à partir de là, jusqu'à maintenant, travailler sur la liberté d'expression, peut-être plus spécifiquement, mais les droits de l'homme en général, beaucoup parlé de la dictature de Ben Ali quand personne n'y croyait et beaucoup aussi utilisé de proxy et de moyens détournés pour utiliser Internet et ouvrir l'Internet en Tunisie. Sachant que les réseaux sociaux sont très très actifs. Oui, les réseaux sociaux en Tunisie ont été primordiaux, surtout avant la révolution, parce que c'était le seul et unique moyen pour la société civile tunisienne d'agir et de sortir en fait l'information de ce pays qui était complètement fermé et muselé. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à être activiste depuis un jeune âge ? C'est votre entourage, influencé par la famille ? Je préfère dire qu'on ne peut pas se taire devant l'injustice, mais c'est vrai que je viens d'une famille qui a bien vécu le système Ben Ali. Mon cousin est le premier cyberdissident tunisien arrêté. Il a reçu le prix d'RSF de la cyberdissidence. Il est mort par suite des tortures dans les prisons tunisiennes. Mon père est le seul juge tunisien qui s'est soulevé contre la corruption du système judiciaire et qui est un grand militant pour l'indépendance de la justice. Et puis peut-être aussi, je suis originaire du Sud, on ne s'est jamais tu, c'est connu en Tunisie, sous la colonisation, sous Bourguiba, sous Ben Ali et sous n'importe qui pensera un jour arrêter en fait ou essayer de contrer l'espace de liberté. Et après la révolution du jasmin? Moi, je préfère l'appeler la révolution du gaz lacrymo, parce que ça sentait vraiment pas de jasmin à l'époque. Je suis rentrée et j'ai créé Al-Bawsala. J'ai passé un bon moment à réfléchir comment mieux servir ce pays, comment avoir un impact. Parce que clairement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de défendre quelque chose juste par la défendre. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la chose. Et donc, changer la chose, c'est égal, avoir un vrai impact. Donc là, je travaille énormément sur la cause de la transparence. En fait, bizarrement, on parle de liberté, d'attaque à la liberté d'expression sous une dictature, mais sous une entre-deux. Quand on est dans l'entre-deux, qu'on n'est pas encore en démocratie, ça s'appelle le manque de transparence. C'est la même chose. Et concernant la cause féminine, vous avez milité pour la cause? Oui. Mais je militais pas pour la cause féminine sous Ben Ali. Parce que Ben Ali, vous, algérienne, vous devez le connaître, la femme était un peu son argument. Donc, la liberté de la femme, la liberté de la femme. Sauf que il n'y avait pas de liberté de la femme. La femme, elle devait être comme lui la voulait, non voilée, en bikini. Voilà, ça c'était une femme libre. Mais la liberté de la femme dans sa tête,
Ça, c'était interdit. Et j'aimais bien à l'époque dire une chose, qu'en Tunisie, on avait la parfaite égalité entre hommes et femmes, parce qu'on soit homme ou femme, nous attaquons à Ben Ali, eh bien on est arrêté, on est emprisonné, on est torturé, on a sa famille. Donc voilà, il y avait l'égalité dans ça. Donc à l'époque, on voulait pas des voilées, on voulait pas on voulait pas des femmes qui allaient à la mosquée. Maintenant, c'est le contraire. On ne veut plus de celles qu'on avait avant. Et nous, notre but, c'est qu'on ait toutes, qu'elles puissent vivre ensemble, qu'elles puissent avoir des droits. La liberté de s'habiller est une chose très importante, que les Tunisiennes devraient aussi penser à ça. Je parle des Tunisiennes qui, comme moi, en robe et les cheveux à l'air, parce que si on veut l'égalité de la femme en Tunisie, il faut qu'on travaille avec toutes les femmes. Et donc après la Révolution, je me suis rendu compte que un des problèmes principaux de cette constitution et des islamistes qu'on a en fait eu comme parti au pouvoir et comme majorité, pas majorité, mais comme grand groupe dans la constitution, n'avait une vision de la nouvelle Tunisie. Ce n'est pas... Donc on est sorti d'une Tunisie de dictature, pas pour rentrer dans une démocratie, mais pour rentrer dans une autre dictature, qui est une dictature islamique. Et ça, bien sûr, se passe aussi via la femme, dans le sens où il est très dur de faire accepter une égalité parfaite entre les sexes. On est en Tunisie, d'un pays qui avait interdit la polygamie depuis plus de 50 ans. On est en train de parler de polygamie aujourd'hui. Aujourd'hui, notre assemblée constituante, alors que les Tunisiens crèvent de la dalle, et que pas que les Tunisiens, le monde arabe crève la dalle, mais en particulier les Tunisiens, que la crise économique est à son comble, que la presse est muselée, etc., etc. Eh bien aujourd'hui, notre assemblée constituante discute de quoi? Elle discute du Conseil islamique. Donc ça, c'est très très grave. Et on dit que les féministes tunisiennes ont peur de perdre leurs droits acquis. Mais elles devraient déjà penser à gagner d'autres droits. Parce que quand on ne fait que avoir peur pour des choses acquises, on les perd. Le combat des Tunisiens, c'est de demander l'égalité parfaite. Il n'y a plus de différence. On est tous humains, on est pareils, on est tous Tunisiens. Il y a eu des femmes et des hommes qui sont morts pendant cette constitution et tous ont été d'accord sur une chose. On a demandé la liberté. Donc moi, ça c'est ma critique très virulente envers les féministes, certaines, pas toutes, certaines féministes tunisiennes qui maintenant nous érige un dictateur comme Bourguiba, comme guide suprême ou je ne sais quoi, qui nous parle du code du statut personnel comme si c'était le code suprême. Non, le code du statut personnel comporte en son sein plein d'articles qui sont donc en parfaite adéquation avec la charia, et ce code de statut personnel doit changer. On n'a pas fait une révolution molle, on a fait une vraie révolution, les gens sont morts. Et concernant les lois à réformer ou à annuler? Un exemple très simple, l'héritage. Une Tunisienne hérite donc comme partout dans le monde arabe, un tiers de l'homme. Mais moi je m'en fous du reste du monde arabe. Moi, ce qui compte, c'est quels est les standards internationaux, quels est les standards universels. Je suis pour la liberté de l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi ne peut pas être inégalitaire. La loi doit être égale. Les hommes et les femmes héritent pareil. Mais l'héritage appartient à quelqu'un. Et c'est cette personne qui veut faire hériter ses enfants ou sa femme ou ce qu'il veut, il a le droit, parce que c'est la liberté, d'utiliser son argent comme il veut. Donc le libre choix dans l'héritage, oui, mais la règle n'est pas l'inégalité. C'est comme ça qu'on peut arriver à un consensus dans le monde arabe. Moi, je ne veux pas imposer à quelqu'un qui croit profondément que sa fille doit hériter moins que son fils, et que qui un cousin de loin vient hériter à la place. Moi, je ne veux pas lui imposer ma vision de la vie. Par contre, la loi doit être claire. Et bien sûr, il y a le droit de faire des testaments. Ça, c'est une liberté personnelle. Mais la loi doit être égale. Donc, en absence de testament, c'est l'égalité qui existe. Mais d'après ce qu'on dit, c'est à l'époque de Bourguiba que les femmes ont acquis certains droits. J'aime bien d'ailleurs le mot acquis, parce que très peu de femmes se sont battues pour ces droits. C'était un peu un cadeau. En fait, c'est la personne qui le donne qui choisit comment il est. Et donc, ce cadeau, il n'était pas complet. Et c'est pas ce que la femme
devait avoir. Donc voilà. Donc, Elle devait avoir quoi? l'égalité parfaite, il n'y a rien, je ne vais pas réinventer la roue, c'est l'égalité parfaite que la femme doit avoir, l'arrêt total de discrimination entre les sexes. Et une des images qui m'a le plus marquée, je pense, dans la lutte féminine, c'est en Ukraine, manif il y a 2 ans, pour les droits de la femme. Et il y avait une femme qui avait une pancarte disant, pardon, hein, c'est un peu vulgaire, mais quand même, j'arrive pas, 2010, j'arrive pas à croire que je continue à manifester pour cette merde. Voilà, c'est exactement mon sentiment. On est en 2012, les gens sont arrivés sur Mars, et nous, on est en train de se demander si une femme vaut autant qu'un homme. Quand même. Alors, quel est votre message pour les femmes tunisiennes? Arrêtez de regarder en bas et arrêtez de regarder en arrière. Et d'arrêter d'être manipulées. Ça, c'est mon message. Pensez au futur. Et n'oubliez jamais de regarder ailleurs. Mais n'oubliez pas aussi que même dans les pays développés, les femmes sont violentées. Voilà. On doit complètement... Il faut se battre. Et moi, j'appellerais pas les Tunisiennes seulement. Le monde arabe doit servir de modèle comme il a servi pour ces révolutions. Donc tout le monde, partout dans le monde, doit se bouger pour la cause féminine. Merci beaucoup. Voilà.